Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'alcool et des benzodiazépines, du coup, leur consommation, l'addiction, etc. Du coup, benzodiazépines, on parle de Xanax, Valium et toutes les molécules comme ça qui ont le même mécanisme d'action. Que ce soit l'alcool ou les benzodiazépines, deux, ils jouent sur le GABA, qui est le principal neurotransmetteur qu'on a dans le cerveau. Alors, pour vous donner quelques chiffres, il y a un bon pourcentage de la population actuellement qui est à 15% qui est estimé des gens qui ont déjà eu affaire aux benzodiazépines. Et l'alcool, bah, faut savoir que c'est quelque chose qui est très consommé, à peu près 50% de la population en Europe et un peu vers, on va dire dans le monde entier, 2,5 milliards de personnes. Et il faut savoir que chaque année, bah, l'alcool tue 3 millions de personnes. Voilà, il faut savoir que c'est vraiment pas mal. Surtout si enfin, est-ce que la comparaison est possible? Mais le corona où toute la planète est commencé à attention, mais il n'y a pas eu autant de morts en fait. Voilà. Et c'est la drogue numéro un en termes de dangerosité. Parce que autant l'héroïne, ouais, elle est plus addictive que l'alcool, autant il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la route sous héroïne. Voilà. Sous héroïne, t'as pas forcément envie de faire le fou du volant. Et en termes de, pour continuer dans les chiffres, 75% des victimes de viol avaient consommé de l'alcool. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de violeurs qui étaient sous l'influence de l'alcool, contre 0,5% pour le GHB. Du coup, le GHB qu'on appelle la drogue du viol, bah, il y a 150 fois moins de viols qu'avec l'alcool. Du coup, l'alcool, qu'est-ce que les gens vraiment recherchent dedans? Bah, il y a le côté sédatif, le côté euphorisant, la désinhibition, le côté social, le côté anxiolytique. Mais venez maintenant, on prend du recul. Genre, la désinhibition. Est-ce que concrètement, bah, vous avez l'impression d'être de meilleures personnes sous alcool? Genre, ouais, vous avez une facilité à parler avec les gens. Mais est-ce que ça aide vraiment? Parce que même moi, quand j'ai découvert l'alcool jeune, je me disais, waouh, c'est trop bien. Mais concrètement, est-ce que bah, ça crée pas des sociétés hyper antisociales au final? Le fait que les gens, bah, ils peuvent interagir socialement que sous alcool. Quand ils sont sobres, ah, bonjour, compliqué, hein. Il faut savoir qu'il bah, y a des lobbies aussi derrière l'alcool. Des lobbies qui se font à peu près 1 trilliard de dollars par an. Voilà. C'est pas énorme, c'est pas grand chose. Genre, quand on me rend 1 trilliard, moi, dans la monnaie, je dis gardez la monnaie. En général, je fais ça, hein, mais bon. Et bah, faut savoir qu'au final, l'alcool, bah, les gens l'utilisent aussi pour de l'automédication au final. Et c'est la molécule la plus utilisée pour automédication. Et au final, ça va toujours, quasiment toujours, mener à l'addiction au final. Parce que c'est des molécules avec lesquelles la tolérance monte très vite. On a besoin à chaque fois plus d'avoir le même effet. Et au final, on se pose la question de est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que autant les gens, quand ils découvrent l'alcool, ils vont s'amuser et tout pendant un moment, autant actuellement, quand je vois des gens boire, bah souvent ils boivent les premières gorgées, après ils font ah, ils sont soulagés. Mais ce soulagement, c'est quoi exactement? Bah, c'est juste à donner le minimum à ton corps pour qu'il se sente normal. Tu as besoin de quelque chose pour te sentir normal. Ça veut dire, on ne le voit pas, c'est pas évident, mais c'est fou ce que ça nous prend si on en a besoin pour être normal. Les benzodiazépines, elles sont souvent prescrites. Mais le problème, bah, c'est que bah, ça aide pas concrètement. Quelqu'un va prendre des benzodiazépines pour dormir, pour l'anxiété, pour plein de trucs, mais au final, ça n'aide pas. Ça camoufle les symptômes, mais derrière, tu as un truc avec lequel la tolérance monte. Du coup, au final, tu vas repartir chez le docteur, lui dire ah, ça me fait plus rien, il va te monter la dose. Et voilà. Et j'ai connu des gens, au final, bah, qui eux, bah, ils respectent plus la prescription. Au bout d'un moment, ils doivent prendre beaucoup plus. Et voilà, après, ça crée des risques d'overdose. Je tiens aussi à signaler que le mélange alcool et benzodiazépine est très dangereux. Ça veut dire vous pouvez faire un arrêt respiratoire ou quoi, ça peut être clairement mortel. Sachant que ces molécules toutes seules peuvent être mortelles en termes d'overdose. Voilà. Moi, concrètement, ce qui m'a vraiment fait réaliser que l'alcool me sied pas et que j'avais envie de l'arrêter, j'avais passé une semaine avec des bougies, genre une semaine dans le noir complet avec des bougies. Du coup, je vous laisse ici la vidéo pour les curieux. Mais du coup, en sortant cette semaine, je me suis dit, je vais vraiment analyser les effets de l'alcool. Je faisais 10 heures de méditation par jour. Je me dis, mon esprit, il est sharp, il est fraîche. Et du coup, j'ai bu juste une bière, mais en méditant et doucement. Et j'ai vraiment pas kiffé. Autant tu bois la première gorgée, tu te sens bien, mais vraiment 5 minutes. Autant après ça descend et tu te sens mal, t'es intoxiqué. Ça veut dire c'est juste normalisé actuellement dans la société, mais c'est un produit claqué au sol en fait. Parce que moi quand je réfléchis avec les éléments. On a le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther. L'éther qui au final est symbolisé par l'alcool. Tous ces éléments,
viennent dans la création chimique de plein de trucs. Le feu pour arriver à une réaction chimique, la terre qui nous donne les molécules, l'eau pour créer quelque chose. Et au final, l'éther, l'alcool, l'alcool est énormément utilisé en tant qu'alcool pur à un très haut degré pour justement, chimiquement, essayer de créer des molécules et tout. Du coup, pour moi, mon interprétation, ma petite intuition m'a dit qu'au final, l'alcool, c'est pas le produit fini en fait. C'est comme les gens qui se défoncent la gueule en sniffant de la colle, en fait. Ok, sympa ta défonce, mais elle est claquée au sol. Et on en parle de la descente. La gueule de bois, c'est quoi ce délire? Je pense que tout le monde a déjà eu une gueule de bois où il s'est dit, je ne veux plus jamais boire. Pourquoi ça te met aussi mal? Et les quantités énormes qu'il faut ingérer, c'est fou. C'est vraiment fou. Genre, honnêtement, pour avoir testé le GHB, c'est bizarre, hein, mais personnellement, j'ai trouvé les effets du GHB plus clean que les effets de l'alcool. Et voilà, alors que ça, quand je le dis aux gens, ça surprend toujours. Et il faut savoir que l'alcool, comme les benzodiazépines, le sevrage, peut être mortel. Voilà, c'est tout. T'arrêtes, tu veux juste plus rien prendre, tu dis « Ah, ça me nique ma vie, t'arrêtes », tu meurs. Bon, c'est pas dans tous les cas, c'est vraiment quand l'addiction va très loin. Mais c'est un sevrage vraiment hardcore. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis pas allé loin dans l'addiction de l'alcool et des benzodiazépines, même si je me suis retrouvé, je considère addict à un moment, c'était pas des addictions lourdes, mais qui quand même m'ont beaucoup dérangé. Mais ce que je veux dire, c'est il y a certains sévrages, les gens ils tapent des délires, ils atteignent des niveaux d'anxiété ou des niveaux de tremblement, et où c'est fou, c'est vraiment dangereux, quoi. Faut savoir que les psychédéliques, dans les études, ont vraiment montré une très grande amélioration chez les gens qui étaient accros à l'alcool. C'est-à-dire qu'il y avait une étude sur les champignons qui, après 2 sessions, 87% des gens, ils ont pris des gens qui buvaient vraiment beaucoup, 87% ont réduit leur consommation de beaucoup, et la moitié d'entre eux ont complètement arrêté de consommer de l'alcool. Après, là, je préviens, je ne suis pas en train de faire la promotion ou de vous inciter à consommer telle ou telle substance. Mais c'est fou, parce que les lobbies de l'alcool, ils peuvent te faire une publicité à la télé de leur poison qui bute des gens. Mais le truc qui te fait guérir de ça, je peux pas le proposer, c'est la loi, monsieur. Non, mais c'est la loi. Mais bon, ah là là. Du coup, quand on voit les récepteurs GABA, moi je suis allé chercher c'est quoi les autres molécules qui agissent sur le GABA. Du coup, j'ai trouvé 2 molécules qui sont très intéressantes. Du coup, il y a le kava. Le kava, c'est quoi? C'est une boisson traditionnelle c'est des îles, je me rappelle plus où exactement. Mais franchement, moi j'ai vraiment bien apprécié l'effet dans le sens où il n'y a pas de côté addictif en tout cas qui est poussé. En tout cas, moi je ne l'ai pas senti avec la quantité que j'ai pris. Et j'ai trouvé l'effet assez doux, ça veut dire il y a un côté plus naturel. Ça veut dire les benzos, tu prends, ok, t'es détendu, mais t'es mort en fait. T'es là, comme ça. Et l'alcool, concrètement, à part les premières expériences où les gens peuvent peut-être vraiment s'amuser et tout, rapidement, pour moi, ça devient habituel. C'est-à-dire, il y a énormément de gens, pour moi, qui ne considèrent pas avoir une addiction alors qu'ils consomment toutes les semaines, etc. Pour moi, je trouve ça, vraiment chaud. Dans le sens où moi, j'ai arrêté, par exemple, maintenant, il y a plus d'1 année, mais ce que je veux dire, c'est vers la fin, je consommais peut-être 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois et je me rendais compte du processus addictif qu'il y avait. C'est-à-dire que ça te prend quelque chose à toi, c'est vraiment un poison. Du coup, le kava peut être une bonne alternative pour ceux qui veulent toujours un petit effet GABA, mais sans avoir un truc aussi destructeur. Du coup, je vous laisserai une vidéo à la fin. Et il y a une autre molécule qui est intéressante, c'est un adaptogène. Du coup, c'est l'ashwagandha. Et l'ashwagandha, c'est quoi exactement? On l'appelle aussi le ginseng indien, si je ne me trompe pas. C'est une molécule qui va jouer sur les récepteurs GABA. Du coup, elle est bien pour le stress, l'anxiété, au final, tout ce qui pousse les gens à consommer de l'alcool. Parce qu'au final, la consommation d'alcool, c'est souvent les gens, ils ont envie de baisser le stress au final. L'ashwagandha, moi j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire c'est un truc qui peut être pris tous les jours sur de longues périodes ou peut-être en faisant des pauses, c'est-à-dire consommer 6 semaines, puis arrêter, etc. Je l'ai testé à différents dosages, entre 200 mg par jour et jusqu'à 5-6 grammes par jour. Honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un de très stressé, du coup, j'ai pas trouvé un grand intérêt à l'ashwagandha, mais j'ai par exemple des proches qui sont justement en train d'arrêter leur consommation d'alcool, et l'ashwagandha les aide beaucoup. Ça leur permet de pas se retrouver dans des états de stress ou d'anxiété trop élevés, mais c'est pas non plus une molécule qui va vous ramener un effet clair. Genre, c'est pas une défonce entre guillemets, parce que les gens ils cherchent un état second quand ils consomment de l'alcool. Le kava, oui, on peut trouver une sorte d'état second qui ne va pas aussi loin. Mais l'ashwagandha, je pense, ça peut vraiment être un adaptogène intéressant à ajouter chez les personnes qui veulent réduire ou arrêter leur consommation d'alcool.
moi, personnellement, j'ai toujours su que j'allais arrêter de consommer de l'alcool assez tôt. C'est-à-dire que quand j'avais, je pense, 17 ans, j'avais peut-être bu une ou deux fois. Déjà, quand je lisais énormément sur les forums qui parlent de psychotropes, etc. Et je voyais les avis des gens sur l'alcool et tout. Je me suis dit, ce truc-là, je vais l'arrêter à un moment et je suis vraiment content de l'avoir arrêté. Dans le sens où, surtout, par exemple, les gens, ils parlent beaucoup du côté social. Mais est-ce qu'au final, c'est pas 1000 fois mieux de soi-même faire un effort et d'affronter cette peur purement illusoire? Parce que notre ego, il nous met en état de danger, de stress 99% du temps, alors qu'il n'y a pas de danger. Genre concrètement, tu vas, t'abordes quelqu'un, tu lui dis salut, ça va, tu risques quoi? Ce que je veux dire, c'est l'aspect social. Quand vous avez besoin d'alcool, bah, au final, l'aspect social est même plus intéressant. Genre, moi, je me rappelle, à la fin, quand je consommais de l'alcool, il y avait rien de social qui m'intéressait. Je consommais la substance et je me disais, je suis en train de me pourrir, je suis en train de me flétrir, en fait. Voilà. Du coup, je dirais que si vous n'êtes pas dans l'addiction, vous êtes un consommateur d'alcool très léger, moi, je vous dirais, essayez d'éviter ça au maximum. Je dirais que si vous n'êtes pas forcément dans l'habitude d'en faire ça toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est très nocif, mais moi j'éviterais. Moi en tout cas, je conseille à tout le monde que je connais d'arrêter. Et si vraiment vous êtes passé par une addiction ou vous êtes actuellement dans une addiction à l'alcool qui est vraiment problématique, sachez que, en tout cas, moi d'après mes recherches, ce qui marche, c'est l'arrêt définitif en fait. Tu peux pas garder un peu une molécule que tu as abusée. C'est pareil avec toutes les addictions. Ça y est, tu as créé un truc, tu as créé un ancrage à l'intérieur de toi. Il faut entièrement en sortir. Et voilà, c'est-à-dire j'ai aussi une proche qui actuellement elle est en train d'arrêter l'alcool. Elle m'a dit j'ai bu une seule fois en 3 semaines alors qu'elle buvait tous les jours avant. Elle a quand même regretté une fois en 3 semaines. Genre au début quand elle essayait d'arrêter, elle se disait vraiment je dois juste réduire. Mais quand tu te rends compte vraiment à quel point ça impacte le corps, à quel point ça te crispe et ça te bouffe de l'intérieur, il faut vraiment réaliser que c'est une substance pour moi à arrêter totalement, surtout si on est rentré dans l'addiction avec cette substance. Voilà. Et c'est juste parce que c'est une drogue qui a été normalisée. Il faut rappeler que c'est une drogue, parce que oui, c'est une drogue, mais on peut faire de la pub avec. Bah ouais, on ne dit pas souvent que c'est une drogue, et les gens essayent de faire semblant que l'alcool c'est rien, etc. Mais au final, c'est un truc qui, pour moi, que je considère qui pourrit la vie. Genre vraiment, l'alcool, je trouve vraiment aucun intérêt. Ça veut dire, je suis allé me renseigner s'il y avait eu un usage spirituel d'alcool et tout, etc. Et franchement, rien de très fou en fait. Genre, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas d'autres substances à côté. Mais actuellement, les amis, on est en 2023. Il y a des centaines de substances tellement intéressantes dans, je sais pas, les psychédéliques, les empatogènes, les dissociatifs. Tellement de choses à explorer ou à découvrir. Ce n'est pas une incitation, c'est juste, genre, concrètement, il y a plein de choses qui existent. Qu'elles soient légales ou illégales, ces choses existent, que vraiment rester sur une seule substance qui te pourrit juste parce que c'est socialement accepté, etc., et que les autres substances, elles sont pas acceptées alors qu'elles sont beaucoup moins dangereuses, je trouve que c'est juste une sorte d'hypocrisie sociale, en fait. Voilà. Et du coup, les amis, je vais vous laisser avec ici la vidéo sur le kava, du coup la plante qui joue aussi sur les récepteurs GABA. Et ici, je vais vous parler de mon addiction au tramadol, qui est un autre médicament, c'est dans les opiacés. Ça vous concerne aussi si vous êtes accro à la codéine ou à l'héro, etc. Je parle un peu de toutes les addictions aux opiacés. Et je vous souhaite, honnêtement, de rester loin de l'alcool. Santé!